Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine à l'émission, on vous parle de deux femmes remarquables. D'abord, Margaret Thatcher. Vous le savez, il y a un film à son sujet en ce moment sur les grands écrans avec Meryl Streep qui incarne le rôle de cette première ministre britannique qui a révolutionné la politique en Grande-Bretagne. Denis Saint-Martin va venir nous parler un peu du film, mais beaucoup de l'héritage politique de Margaret Thatcher. Ensuite, on va au Brésil pour vous parler de la première année de présidence de Dilma Rousseff, celle qui a succédé à Lula, la dirigeante du Parti des travailleurs. On va parler de sa lutte contre la corruption et de sa tentative de faire augmenter le nombre de femmes dans l'appareil politique brésilien. On en parle avec deux spécialistes du Brésil, Olivier Daben et Philippe Fauché. Mais d'abord, la Dame de fer. Elle avait les lèvres de Marilyn et les yeux de Caligula. On parle de Margaret Thatcher et c'est l'ancien président français François Mitterrand qui la décrivait ainsi. Elle est de retour sur les écrans dans la peau de Meryl Streep pour un film qui s'appelle La Dame de fer, The Iron Lady. Et j'ai avec moi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à son cas, Denis Saint-Martin. Merci beaucoup d'être avec nous, Denis. Bonjour, oui, ça fait plaisir. Alors, Denis, vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous avez été dans vos études à Harvard de 96 à 98, juste après le départ du pouvoir de Mme Thatcher. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet pour votre thèse et depuis, vous suivez de près l'actualité britannique. Et je vous ai demandé, pour le bien de nos lecteurs et de moi-même, de nos auditeurs et téléspectateurs, d'aller voir le film d'abord et nous dire ce que vous en pensez. Le film s'intitule La Dame de fer, The Iron Lady, qui est un terme apparemment qui aurait été donné à Mme Thatcher par le KGB. C'est ainsi qu'on l'apprend dans le film. Et c'est un film qui se veut surtout un regard intimiste, non politique du tout. C'est pas du tout un film politique ou un film idéologique ou controversé pour une femme qui l'était et qui l'est éminemment, qui a été une politicienne maximaliste, qui a aimé diviser pour régner, etc. Donc, c'est un regard intimiste sur une vieille dame qui a presque 90 ans, qui approche la fin de sa vie, qui est sénile, qui a perdu son mari depuis quelques années, qui s'en rend pas vraiment compte et qui vit dans ce monde imaginaire de son mari fantomatique, et elle se remémore les plus grands moments de son parcours. Donc, ce qu'on voit de Mme Thatcher, la première ministre, la politicienne, on le voit par des flashbacks. Et on voit seulement que de grands moments, et c'est contrebalancé par l'espèce de regard de pitié qu'on a sur cette vieille à la fin de sa vie. Donc, ça fait un film qui fait un peu la controverse chez les Anglais. Alors, bon, d'abord, dites-nous, est-ce que, donc, ce n'est pas un film politique où on va comprendre les changements sociaux et politiques et économiques que la première ministre Thatcher a introduits en Grande-Bretagne, mais est-ce que c'est un point d'entrée pour ceux qui s'intéressent au personnage? Ah, tout à fait, tout à fait. Non, certainement, ça donne envie d'en savoir plus. Okay. Ça donne envie d'en savoir plus. Mais c'est un film qui ne pose aucune question. D'accord. Alors, le film a été très mal reçu par la famille, les proches, les conservateurs britanniques. D'ailleurs, le réalisateur avait proposé à la famille de venir à une des projections. Ils ont refusé. Pourquoi est-ce que c'est controversé chez le cercle thatchérien? Parce que les conservateurs, le premier ministre David Cameron, dans la Chambre des communes, a lui-même dit que c'était pas acceptable. C'est un très bon film, que Mme Streep était extraordinaire, qu'elle gagnerait certainement tous les Oscars, mais que le film n'était pas un bon moment. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que son idée et celle de l'entourage thatchérien, c'est de dire que ceci relève strictement de sa vie privée et que c'est une intrusion dans sa vie privée. Et c'est un raisonnement conséquent quand on pense que ces gens-là ont passé leur vie à vouloir rapetisser l'espace public et maximiser l'espace privé. Donc, pour eux, c'est un peu conséquent de dire ça relève de la vie privée, le public n'a pas d'affaire à savoir ça. Soyez donc respectueux pour cette dame à la fin de ses jours. Oui, on sait qu'elle est sénile, mais par respect, on ne regarde pas.
Et comment est-ce que le réalisateur et le scénariste ont fait leur recherche? Parce que c'est donc quelque chose de très privé. Est-ce qu'ils supposent qu'elle est comme ça ou est-ce qu'ils le savent? Et si oui, comment? J'ai aucune idée là-dessus. Je pense qu'ils se sont fiés sur les rapports de presse qu'on a, hein, qui montrent les dernières apparitions de Lady Baroness Thatcher remontent à quelques années déjà. Son mari est décédé. On la sait, peut-être Alzheimer, quelque chose du genre. Donc, je pense qu'ils se sont un peu joués là-dessus. Et pour se la représenter comme première ministre, je pense qu'ils se sont fiés essentiellement sur sa propre biographie d'elle-même, ce qui est tout à fait correct parce que c'est subjectif. On ne veut pas nécessairement... C'est son regard de elle sur elle, n'est-ce pas? Alors, j'en termine avec l'anecdotique, puis je vous promets qu'on va aller en profondeur, ce qui est notre mandat ici à Planète Terre. Mais il y a une pétition qui circule et qui concerne les futures funérailles. Elle n'est pas décédée, mais ça va finir par arriver, c'est inévitable. De quoi s'agit-il? Il s'agit, tantôt on parlait de la controverse provoquée par le film, controverse à la fois à droite où on dénonce ceci comme une intrusion de la vie privée, et à gauche, le film est aussi également dénoncé parce que à gauche, on a toujours aimé détester Mme Thatcher quand même, et on la déteste toujours à fond. Et là, on trouvait justement que le film était beaucoup trop gentil, pas suffisamment politique dans le sens... critique, c'est ça. Donc, à gauche, et ce qu'on dit, s'il y a un héritage laissé par Mme Thatcher, c'est l'autoréglementation par les forces du marché, donc la privatisation. Et on a dit, comme c'est une personne qui a toujours dit que l'État n'avait pas d'affaires dans la vie des individus, qu'il n'y avait pas « there's no such a thing as a society hein, », que c'était pas la société à s'occuper des problèmes des individus, au moment de sa mort, ses funérailles devraient être privatisées. Et on a fait signer une pétition. Des funérailles. C'est ça. On a fait en partenariat public-privé, n'est-ce pas? Et donc, on a fait circuler une pétition, et si elle reçoit 100 000 signatures, elle devra être débattue à la Chambre des communes. Ça n'engage à rien, mais il y a une obligation d'en débattre. De débattre de l'idée que, de toute évidence, il y aura des funérailles d'État, mais elles devront être cofinancées par le privé. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui sont déjà proposées pour commanditer? Je n'ai pas suffisamment suivi, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Oui, hein? Ce serait vraiment possible. Bon, alors revenons... Lockheed Martin. Revenons sur le fond. Lorsque Margaret Thatcher prend le pouvoir, on dit de la Grande-Bretagne que c'est l'homme malade de l'Europe. La croissance est quasi inexistante, la société est fossilisée. Elle arrive et elle dit « je vais faire une révolution ». C'est la révolution thatchérienne. Quelle est-elle? Oui, cette révolution est d'abord une révolution des idées. C'est-à-dire qu'elle amène... elle s'est entourée d'une coterie de conseillers qui ont une vision informée par les théories économiques radicales des années 50 aux États-Unis, que ce soit Milton Friedman ou Frédéric ou Hayek, von Hayek. Et donc, ce sont des théories qui disent que l'État doit intervenir le moins possible, qu'on doit laisser les forces vives du marché s'auto-réglementer. Tout ça va être réglementé par la main invisible hein, du marché, de la compétition, de l'offre et de la demande. Y compris dans la dispensation de services publics, santé, éducation. Tout à fait, ce qui était conçu comme des services publics. Et c'est là que le concept de privatisation apparaît pour la première fois dans le discours des politiques publiques. Donc, on veut privatiser justement des morceaux de l'État qui vont retourner ou qui vont être cédés au secteur privé. Donc, elle arrive avec ces idées-là radicales. Et ça... Et c'est donc au niveau idéologique qu'une rupture très nette avec le passé. C'est pour ça qu'on parle de l'élection de Mme Thatcher comme d'un point de rupture dans l'histoire. On parle des 30 Glorieuses, et on sait que les 30 Glorieuses, ça va certainement pas après 1979. On peut peut-être se dire 62, 72, 74. Donc, les 30 Glorieuses étant les 3 décennies de croissance économique majeure en Occident qui se terminent vers 72. Voilà. Et Mme Thatcher prend le pouvoir en 79. 79. Bon. Après une année de grève généralisée dans le secteur public qui donne lieu à ce qu'on appelle l'hiver du mécontentement. Pouvez-vous imaginer, à Londres, pendant des semaines, les poubelles ne sont pas ramassées. Là, Donc, ça devient un problème généralisé dans l'opinion publique. Qu'on soit de gauche ou de droite, les gens en ont marre. Et Mme Thatcher arrive et elle dit, les syndicats, il faut pas seulement l'honnête, les capitalistes, il faut même les petits travailleurs, là, parce qu'ils vous représentent plus, ils vous empêchent de travailler, ils font des grèves partout. Donc, c'est ce qui l'amène au pouvoir. Et donc, c'est aussi une rupture avec le Parti conservateur pré-Thatcher. Absolument. Qui gérait
l'État-providence qui avait été construit, mais qui ne le remettait pas en cause. Tout à fait, parce qu'on parle du moment d'élection de Mme Thatcher comme un moment néoconservateur où on parle aussi de néolibéralisme. On ajoute l'étiquette néo à ce moment-là, justement pour dire ces conservateurs-là, ils ne sont pas comme ceux qui les ont précédés, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait un consensus entre la gauche et la droite autour du keynésianisme. Et là, elle arrive et elle brise ce consensus, et elle, ce n'est plus le keynésianisme, c'est les idées du monétarisme, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'État à gérer la demande, c'est plutôt en agissant sur l'offre de la monnaie via les politiques de banque monétaire, c'est ça qui va réguler l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de néo-conservatisme. Alors, si on regarde la Grande-Bretagne, que laisse Thatcher lorsqu'elle quitte le pouvoir après 10-12 ans, rappelez-moi? 79-90. Hein? Bon. Et celle qu'elle a pris. Alors, qu'est-ce qui est fondamentalement transformé dans cette décennie? Je dirais le rôle de l'État. Le rôle de l'État est fondamentalement transformé. En effet, il y a eu un retrait de l'intervention de l'État ou un retrait de l'État surtout dans la dispensation des services publics, dans la prestation des services publics. Parce que l'État est toujours là au niveau réglementaire. En fait, il y a un collègue britannique, Andrew Gamble, hein, qu'on avait invité dans ici, un colloque il y a quelques années. Oui. Oui, le colloque sur le Royaume-Uni. Et lui a fait un livre qui résume bien le thatcherisme, c'est-à-dire, le titre, c'était « The Free Economy and the Strong State », c'est-à-dire une économie qui est libéralisée le plus loin qu'on peut, à l'intérieur d'un État démocratique, bien sûr, où les pauvres ont quand même un bon poids électoral, où les gens les moins riches ont un bon poids électoral. Donc, on libéralise l'économie. Ça engendre évidemment toutes sortes d'inégalités, d'exclusion sociale. Donc, une société plus divisée, plus conflictuelle, où il y a plusieurs chocs, beaucoup de criminalité. Donc, ça nécessite un État fort au niveau policier et de la sécurité, d'où le titre de son livre, « The Free Economy and the Strong State ». Et on l'a bien vu cet été avec toute la série d'émeutes qui ont eu lieu à Londres. On voit bien que c'est une société toujours très polarisée. D'ailleurs, on dit que la croissance a été au rendez-vous des années Thatcher. L'enrichissement d'un certain nombre de la classe moyenne qui continue sous Tony Blair, mais aussi, on a vu l'explosion de la pauvreté infantile en particulier, et le Royaume-Uni est devenu le champion de la pauvreté infantile en Europe en quelques années. Mais bon, ça, c'est une des conséquences de l'action, mais si on regarde, les privatisations ont couvert quoi? Les aéroports? À peu près, l'électricité, les trains. Les trains, oui, c'est ça. Et ça s'est très poussé aussi dans le domaine de la santé. Donc, le privé est très fortement impliqué dans la prestation des soins de santé. Dans les écoles aussi, on a beaucoup ouvert les écoles aux forces du marché. Les écoles libres, les charter schools, les écoles avec des chartes particulières. Mais dans la santé, c'est la dispensation qui est devenue privée, mais pas l'universalité de l'accès. L'accès est resté socialisé, mais la dispensation est devenue privée. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Tony Blair arrive et prend le pouvoir, lui aussi, il fait la révolution au sein du Labour Party, qui devient le New Labour. Et une des choses qu'il fait, c'est dire « Je ne reviens pas sur les réformes de Thatcher ». Ça ne veut pas dire toutes les réformes, parce qu'il y a un plan, surtout avec son ministre d'économie et successeur, rappelez-moi son nom. Gordon Brown, donc de réduction des inégalités, de réduction de la pauvreté infantile. Mais ce qu'il garde dans ces réformes, de quoi s'agit-il? La fiscalité en particulier? Oui, la fiscalité, en effet, ça ne bouge pas tellement. Réduction des taux d'imposition. En fait, il renforce la politique monétariste du gouvernement, c'est-à-dire qu'un des premiers gestes posés par ce gouvernement a été d'adopter une loi pour déclarer l'indépendance de la banque anglaise, alors qu'avant, elle était la banque centrale était quand même sous le contrôle direct du ministre, c'était pas rien. Donc là, on veut montrer qu'en effet, que la politique monétaire va être complètement indépendante. Non, en effet, on a plutôt
on a plutôt continué les réformes de Thatcher, sauf qu'on les a enveloppées dans une rhétorique sensiblement différente. Plutôt que d'en faire une rhétorique guerrière sur laissons gouverner les forces du marché par elles-mêmes, chez Blair, chez Brown, c'était plutôt si l'État garde le contrôle au niveau de l'accessibilité, mais laisse la prestation à différents partenaires privés et communautaires, peut-être que la prestation des services sera un peu mieux ajustée. Ça va répondre mieux aux besoins spécifiques de chaque citoyen. Donc, il y avait une rhétorique davantage au niveau d'un service avec une palette plus large, moins uniformisée que quand c'est l'État lui-même qui Donc, il n'y avait pas d'engagement de revenir, par exemple, sur des privatisations. Pas du tout. Mais ils ont dû intervenir de façon massive. Bon, par exemple, sur l'électricité, le grand problème, c'était la privatisation des centrales nucléaires que personne ne voulait, qui n'étaient pas vendables. Et même si on les vendait en faisant des chèques de plusieurs dizaines de millions, personne ne les voulait. Ça, c'était un problème. Et ensuite, dans le rail. Tout à fait. Rappelez-nous ce qui s'est passé dans le rail. Écoute, je ne me rappelle pas exactement de ce qui s'est passé au niveau du rail, mais on pourrait aussi, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de continuité entre Blair et Thatcher. Là où il y a eu vraiment des ruptures, c'est davantage au niveau de l'Europe, par exemple. Mais moi, je vais vous le dire, parce que je m'en souviens, parce que j'étais en France pendant certaines des années-là, alors je vais participer. Donc, sur le rail, il y a eu une dégradation du service du rail britannique après la privatisation et le gouvernement du New Labour a dû renflouer et reprendre le contrôle du rail. Ça, c'était un des problèmes. Et l'autre problème, c'était le sous-financement important de la santé. Et donc, sous Blair, ils ont créé un impôt santé spécifique pour renflouer, parce que ça ne fonctionnait pas en gardant le modèle thatchérien, provoquait une dégradation aussi du service. Donc, ils ont quand même dû faire des ajustements importants sur des trucs qui... Non, tout à fait. Tout à fait, c'est un point important parce que chez Blair, on avait une approche davantage pragmatique. C'était pas le secteur privé à tout prix. C'était si c'est aussi bon dans le public, faisons-le dans le public. C'était moins une approche idéologique que chez Mme Thatcher, qui elle était beaucoup plus... Alors, revenons sur Mme Thatcher. Oui. Donc, elle a changé la nature du discours politique. Elle a tiré du centre-gauche vers le centre et centre-droit, elle-même étant loin à droite. Donc, disons, le point d'équilibre de toute la politique, britannique. Est-ce que, je sais, chaque personne, selon ses propres principes, sa propre vision des choses, a un bilan, mais vous, Denis Saint-Martin, politologue, lorsque vous faites un bilan des années Thatcher, qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est qu'on peut le faire à partir de différentes dimensions. Si on le fait du point de vue d'un politicienne dans son cas, qui le plus eu d'effet sur les institutions, qui a plus radicalement transformé la nature de la gouvernance dans sa société. Je pense qu'elle est certainement là quelqu'un qui a eu une contribution très forte à ce niveau-là. Et ça en sciences politiques, c'est intéressant parce que à partir du gouvernement de Mme Thatcher, on peut dire que les politologues se sont davantage intéressés aux institutions politiques elles-mêmes qu'ils avaient délaissées les années précédentes pour étudier le comportement individuel qui est plus calculable et donc plus mathématicien, donc qui se prête davantage à nos jeux, à nos modèles formels. Donc, avec Mme Thatcher, on se dit, bien, un premier ministre, dans un système majoritaire de type Westminster parlementaire, quand il y a le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir à peu près. Oui. Surtout quand il est dans un État unitaire où les villes sont extrêmement dépendantes du gouvernement central, comme elle l'a fait, comme elle a transformé la nature de ces relations-là. Ça nous a dit, OK, s'il se passe une expérience aussi radicale sur le plan socio-économique et politique en Angleterre, le fait que ce sont des institutions qui concentrent très fortement l'autorité autour d'un seul individu, il y a certainement un lien. Et lorsqu'on voit les États-Unis en ce moment, qui, eux, ont un système complètement à l'antithèse de celui-là, avec le pouvoir est très fragmenté, c'est beaucoup plus difficile à faire. Complètement. Mais je posais la question du point de vue du citoyen britannique, de classe moyenne. Ça dépend. Oui, bon, alors, moi, le citoyen de classe moyenne, est-ce qu'il est mieux à la fin de Thatcher qu'au début de Thatcher?
Ben moi, tous les Britanniques que je connais, plusieurs qui justement viennent de classes moyennes, tout à fait modestes, eux se sont dit certainement enrichis sur le coup, parce qu'il y a eu toute cette facilité d'accès au loyer, d'accès aux propriétés, qui est ça qui a créé la richesse rapide hein, sous son régime. Et ces gens-là, s'ils pensent à court terme, dire les 5, 6, 10 ans, je pense qu'ils vont dire que oui, ils ont été bien sous Mme Thatcher. Si on regarde la politique de façon plus générale dans son ensemble, dans une façon à plus long terme, bien, on peut presque dire que ce qui s'est passé dans la City depuis 2-3 ans, c'est quand même l'héritage de cette façon de concevoir. La dérive, de la déréglementation, le laisser-faire, et donc qui a conduit à la crise financière. Tout à fait, tout à fait. Bon, un autre de ces héritages, ben, c'est l'Union européenne, l'Europe et le Royaume-Uni. Il y a une distanciation qui est presque sur le point d'arriver à son point de bascule hein, oui. Avec ce qui se passe là-bas. Donc ça aussi, c'est intéressant. On peut dire qu'elle a tiré la politique à droite et dans tous les sens du mot, même sous les sens les moins beaux. Dans le film, on fait un peu référence à ça. Il y a un dîner, un grand banquet au début où c'est Mme Thatcher, la vieille, qui reçoit dans sa demeure. Et bon, elle part sur un discours sur l'importance de la civilisation occidentale pour sauver la planète de tous ces barbarismes, ces terrorismes et tout ça. Et là, qu'on revient à un discours qu'elle a beaucoup utilisé autour de la guerre des Malouines, hein? C'est-à-dire se positionner... La guerre des Malouines, il faut rappeler que c'est une île britannique au large de l'Argentine que les généraux argentins avaient décidé de déclarer partie de l'Argentine et Mme Thatcher a envoyé une armada pour faire la guerre et la gagner très rapidement pour garder le contrôle de cette île. C'est ça. Et une guerre qui a participé directement à sa réélection en 1983, car depuis son élection en 1979, tous les sondages la mettaient dans le trou électoralement. Et avec cette guerre-là, elle a saisi l'opportunité de jouer avec le patriotisme qui a donné des bébés pas très beaux aussi dans le temps, parce que ce qu'elle dit, et dans le film on en parle, we have to bring great back into the Great Britain. Ah oui, l'idée de grandeur dans la Grande-Bretagne. Grandeur de l'anglicitude, en quelque sorte, hein, du monde anglais. Donc, elle joue avec une espèce de patriotisme, nationalisme, un peu là, à saveur ethnique, si vous voulez, et qui a donné lieu d'ailleurs à l'émergence du British National Party, qui est le petit cousin du Front National, donc un parti d'extrême droite qui joue beaucoup sur cette question de nous, on est différents de l'Europe, parce que vous savez comme moi que ceux qui s'appellent souverainistes, dans ce cas-là, c'est pas du tout la signification que ça a dans le discours politique au Québec. Tout à fait. Alors, et pourtant, donc, cette femme qui a révolutionné son parti, qui a révolutionné la politique, elle a quitté la scène politique victime d'un putsch. Oui. Elle a été... Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que c'est très surprenant dans le système parlementaire britannique comme on connaît. Dans ce cas-là, le Parti conservateur, et je ne sais pas s'ils ont changé leurs règles depuis, le Parti conservateur le leader était choisi par le caucus. Donc, ça veut dire que plutôt que d'avoir un leader qui est élu dans des grands congrès et qui, donc, est élu par des membres, par un membership de masse et qui détient sa légitimité de ce membership-là, au Parti conservateur, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ce sont les membres du caucus parlementaire qui nommaient. Les députés conservateurs élus. Énormément de pouvoir. Et donc, Mme Thatcher devait faire attention de ne pas écraser les orteils de ces gens-là, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Hein. Elle les a humiliés souvent, ses collègues au Conseil des ministres. C'était pas une femme d'équipe. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, donc, ils se sont vengés, justement, en la poussant dehors. Ils l'ont mis à ballottage, c'est-à-dire qu'ils devaient réélire, enfin, renouveler l'appui. Et ils ont voté pour quelqu'un qui s'opposait à elle avec suffisamment de force pour qu'elle voie qu'elle allait perdre au tour suivant. Et donc, un premier ministre en exercice d'un gouvernement majoritaire
est parti. Mais aussi, c'est qu'il craignait de perdre l'élection suivante à cause de ce qui s'appelait le poll tax. Qu'est-ce que c'était ça? Oui, c'est vraiment, en effet, le poll tax, c'est une façon justement radicale de financer les municipalités, les villes en Angleterre qui donnaient un taux unique, hein, peu importe les revenus. Je pense que c'était un taux unique, peu importe les revenus. Donc, ça a donné lieu à des émeutes extraordinaires. Et encore une fois, on voyait, ça c'est le plus bel exemple du caractère profondément idéologique de cette personne-là. C'est une des politiques publiques qui sort du livre de Friedman et des autres économiques. Donc, une taxe complètement régressive. Oui, le millionnaire et le chômeur payaient le même Tout à fait. Donc, ça a donné lieu à des émeutes et c'est ça qui a fait en sorte qu'elle est sortie. Et ça n'a jamais été appliqué par la suite. Jamais, jamais, jamais. Le film, si on peut revenir là-dessus 2 secondes, Jean-François, peut-être conclure avec ça, s'il reste le temps, c'est que le film insiste beaucoup, et Meryl Streep, je crois, a probablement elle-même insisté beaucoup à donner une sorte de lecture féministe de l'action politique de Mme Thatcher au Royaume-Uni à l'époque. Donc, le fait qu'elle soit une femme, le fait que sa féminité soit très présente aussi à l'écran, donc elle joue beaucoup sur l'aspect féministe, mais je pense que ça ne correspond pas du tout à ce que Mme Thatcher était. Je pense qu'au contraire, elle a joué dans les moules plutôt qu'elle les a brisés. Parce que moi, ce qui est extraordinaire quand on regarde les femmes en politique en général, c'est que les femmes en politique semblent avoir beaucoup plus de succès dans les partis de droite que dans les partis de gauche. On a juste à regarder cette pauvre Mme Pauline Marois chez nous en ce moment pour voir qu'être chef d'un parti de centre-gauche, c'est difficile. Pourquoi? Et moi, mon hypothèse, c'est la suivante, c'est que les stéréotypes sexistes sont grossis lorsque les femmes sont à gauche, parce que la gauche, c'est comme une bonne maman. On veut prendre soin des autres, on veut les aider, les pauvres, on va les aider, les enfants, les exclus à l'école. Donc ça devrait aider le leader féminin à gauche? Non, je pense que est-ce que ça grossit les stéréotypes sexistes, que la femme est par essence quelqu'un de maternel, de maternaliste et qui s'occupe des autres, donc l'image de travailleur social, ça joue beaucoup compte, tandis qu'une femme à droite, une femme à droite, ce stéréotype-là joue moins fort, lui pèse moins lourdement sur ses épaules. Et en fait, une femme qui est à droite, surtout dans un parti très à droite comme celui de M. Harper ou celui de Mme Thatcher à l'époque, ce sont des valeurs aussi qui vont masculiniser la femme. Et donc, encore une fois, les stéréotypes à l'endroit des femmes, lui, jouent moins lourdement. Et quand on regarde un peu, regardez les femmes où elles réussissent le plus, c'est souvent à droite, plus qu'à gauche. Et je pense que Mme Thatcher est un bel exemple de ça. Vous avez écrit, Denis Saint-Martin, aux presses de l'Université d'Oxford, qui publie son Handbook of Management Consultants, un article Governments and Management Consultants, Supply, Demand and Effectiveness. Et ça nous amène un peu sur cette question de consultance. Si on veut comprendre la transformation idéologique, on suggère à nos auditeurs de se procurer à la boîte noire ou ailleurs la série Yes Minister et Yes Prime Minister, qui sont des séries d'une demi-heure chacun des épisodes, où on voit la montée de ces idées de droite dans un cadre très, très drôle, mais très fin, très bien fait. Et ça montre un peu ce que vous dites là-dedans, l'importance de l'idée extérieure portée par un consultant. C'est ça, oui, en effet, parce que Mme Thatcher arrive au pouvoir et elle se méfie énormément de l'élite bureaucratique, des mandarins qui viennent tous d'Oxford et de Cambridge, qu'on appelle la classe de Oxbridge. D'abord, elle est, comme M. Harper un peu chez nous en ce moment, elle est suspecte d'être un peu à gauche, de préférer l'intervention de l'État au marché. C'est-à-dire la fonction publique est suspecte d'être à gauche? Tout à fait. D'aimer le gouvernement, alors qu'elle n'aime pas. Donc ça, elle est suspecte de ça. Donc elle est dit « Are they one of us? » C'est toujours la question qu'elle pose au moment de la nomination des hauts fonctionnaires. Et aussi, pour elle, c'est une classe d'aristocrates. Et elle est plutôt d'un milieu beaucoup classe moyenne. Donc elle se méfie aussi de ces gens-là. Donc c'est-à-dire, au moment de la prise de pouvoir, elle dit pourquoi les gouvernements interviennent toujours plus dans l'économie?
C'est parce qu'ils se font conseiller par des bureaucrates qui, eux, passent la vie dans le gouvernement et qui ont un avantage à ce que le gouvernement soit toujours plus gros, parce que plus le gouvernement est gros, plus les bureaucrates ont du pouvoir et du prestige. Donc, elle a dit, moi, quand je vais prendre le pouvoir, je ne serai plus conseillé par les hauts fonctionnaires parce qu'eux, ils nous contrôlent un peu l'esprit. Donc, elle se faisait conseiller par des consultants du secteur privé. Elle dit, c'était bon pour conseiller pour IBM ou c'est bon pour le gouvernement. On termine en chanson. Vous avez trouvé une perle. Dites-nous laquelle et pourquoi. Oui, c'était facile pour les gens de ma génération. Pour ceux qui connaissent le chanteur français Renaud, Renaud, dans un album qui s'appelle Mistral gagnant en 1985, avait une chanson qui s'appelle Miss Maggie, et justement qui parle de Madame Thatcher, qui est une ode aux femmes, qui dit que dans l'histoire de l'humanité, c'est seulement que les hommes qui ont eu les mains trempées dans des choses laides et sales, et jamais les femmes, sauf peut-être Mme Thatcher. Très bien. Denis Saint-Martin, professeur en sciences politiques, merci beaucoup de nous avoir éclairés, et nous écoutons grâce à vous Renaud, Miss Maggie. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, il n'y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Il n'y a pas de gonzesse ou ligane, imbécile et meurtrière, il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Nous allons parler d'une des femmes fortes de la politique internationale depuis un an, la présidente du Brésil, celle qui a succédé à Lula. Il s'agit de Dilma Rousseff. Et pour en parler, deux invités. D'abord, Olivier Daben. Merci d'être avec nous, Monsieur Daben. Merci. Olivier Daben, vous êtes professeur des universités à Sciences Po à Paris. Vous dirigez et vous êtes le fondateur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous avez enseigné à Rio, à Sao Paulo, dans des fondations, des universités. Et votre dernier ouvrage francophone sur le sujet, Exclusion et politique à Sao Paulo, les outsiders de la démocratie au Brésil, publié chez Cartala. Et notre autre invité, notre ami Philippe Fauché. Merci d'être là, Philippe. Bonjour. Alors, Philippe, vous êtes professeur en sciences politiques ici à l'Université de Montréal, chercheur associé au Cerium. Vous publiez dans le numéro courant de la Revue internationale de politique comparée Janus ou les deux faces du Brésil émergent. Et vous allez diriger l'école d'été du Cerium sur le Brésil en juillet. Les inscriptions sont ouvertes. On a bien hâte de vous y voir et de vous y entendre avec les collègues que vous avez réunis. Bon, alors Dilma Rousseff, on en a déjà discuté ensemble ici, mais on va la représenter. Alors, d'où vient-elle? Quelle est-elle? Pourquoi est-elle la personne qui a succédé à Lula? Pourquoi c'est la personne qui a succédé à Lula? Parce que Lula l'a choisi d'abord. Mais je crois qu'on peut commencer par dire que c'est un personnage un petit peu atypique dans la politique brésilienne, puisque avant d'être présidente de la République, elle n'avait jamais été élue. Donc c'est pas quelqu'un qui a fait une longue carrière politique, même si ça fait longtemps qu'elle s'intéresse à la politique. Elle était dans sa jeunesse membre d'un mouvement de guérilla. C'est quelqu'un qui a contribué à animer l'opposition à la dictature militaire à la fin des années 60 et au début des années 70 au Brésil, qui a été emprisonné, qui a été torturé et qui a fait partie de cette génération de fondateurs du Parti des travailleurs, le parti de Lula, mais qui ensuite a eu une carrière, je dirais, un petit peu dans l'ombre, pas une carrière d'élu, pas une carrière sur le devant de la scène, mais quelqu'un qui a démontré être remarquablement efficace quand elle était dans le gouvernement de Lula. Et c'est pour ça que Lula l'a choisi pour lui succéder.
Et ça a apparemment été un bon choix. Personne n'y croyait vraiment au début parce que justement, elle n'avait pas d'exposition médiatique, elle n'était pas très connue du public, mais elle avait cette image de gestionnaire dans le gouvernement Lula qui lui a servi. Et puis Lula a mis tout son poids derrière elle, ce qui a évidemment beaucoup compté pour la faire élire. Mais c'est quand même quelqu'un qui représente un visage nouveau, ne serait-ce que parce que c'est la première femme présidente du Brésil. Ce n'est pas quelqu'un qui est considéré comme étant de la classe politique traditionnelle dans le pays. On a vu depuis ressortir une photo d'elle lorsqu'elle était jeune, sous la dictature militaire, devant le tribunal militaire, donc une très belle photo où on la voit regardant ses accusateurs avec une grande force de caractère. Alors ça a contribué, je suppose, à sa popularité actuelle, mais est-ce qu'à l'époque, les gens savaient qu'elle avait été donc, dans cette résistance ou qu'elle avait été victime du régime militaire? Moi, je crois pas forcément, parce que je pense que ce sont des images qui aujourd'hui ressortent, mais il y a eu toute une période de l'histoire du Brésil où les Brésiliens n'ont pas forcément cherché à se rappeler de ces heures un petit peu sombres, ne serait-ce que parce qu'ils ont beaucoup œuvré pour la réconciliation. Il n'y a pas vraiment eu un travail de mémoire au Brésil, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine. Et du coup, je pense que les gens ne savaient pas tellement qu'ils l'ont découvert. Ils ont découvert cette figure, effectivement cette jeune femme qui a l'air extrêmement déterminée, courageuse, et qui depuis a d'ailleurs prouvé aussi son courage en luttant contre un cancer. Donc je pense qu'elle a vraiment aujourd'hui l'image d'une femme déterminée, forte, qui n'a peur de rien, qui n'a pas eu peur de ses tortionnaires quand elle avait 20 ans, qui n'a pas eu peur du cancer quand elle en avait 60, et qui aujourd'hui, on va sans doute en parler, n'a pas peur de limoger des ministres quand des cas de corruption sont avérés. Bon, alors tout à fait. Alors Philippe Fauché, lorsqu'elle prend le pouvoir, donc on sent qu'il y a une continuité, évidemment, comme Olivier l'a dit, c'est Lula qui l'a choisi, donc elle s'est fait élire, mais elle utilise, pour utiliser l'expression de Lionel Jospin face à François Mitterrand, un droit d'inventaire. Et le premier droit d'inventaire qu'elle fait, de ce dont elle a hérité, ce sont les ministres et les ministres corrompus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle a hérité effectivement de Lula et la machine du Parti des travailleurs, très présente, qui ont sélectionné ou contraint les choix de nomination des ministres. Mais il y a plus que ça, il y avait également la coalition. Je pense qu'au Congrès brésilien, il doit y avoir nommément peut-être une vingtaine de partis représentés. Sur les 20 partis, il y en a des tout petits, il y en a des très importants. Parmi les très importants, il y a le PMDB, qui est le parti, aide-moi Olivier, du mouvement de démocratie brésilienne. Merci. Et le PMDB... Qui est à gauche ou à droite du PT? Il est au PMDB. C'est le parti pragmatiste de centre total qui fait alliance avec... C'est un parti de pouvoir. C'est un parti qui a participé au pouvoir depuis que la démocratie est revenue au Brésil en 1985. Et donc, ils s'arrangent toujours pour négocier leur appui. Ils représentent un bloc au Congrès généralement très important. Et donc, ils sont toujours présents et veulent avoir accès au gouvernement, ce qu'ils obtiennent généralement. Et donc, dans ce sens-là, les contraintes sont assez lourdes pour former un cabinet, parce qu'il faut tenir compte de cette nécessité de faire une coalition de gouvernement qui va permettre de passer les législations. Exactement. Et Dilma, donc, j'étais prise dans cette situation-là, et donc, elle a nommé des gens. On peut supposer que ce n'était pas toujours ses premiers choix, ou pas ses choix du tout. Et elle s'est trouvée avec donc un passif ou des gens qui avaient occupé des postes ou qui étaient nommés. Bref, il y avait beaucoup de IOUs, comme on dit en français, c'est-à-dire je te dois une faveur, un autre échange, etc. Si bien qu'elle s'est trouvée, et la presse, toujours très active au Brésil, a sorti régulièrement depuis toute l'année dernière, en fait, des histoires de corruption sur des contrats alloués pour toutes sortes d'infrastructures. Il faut dire, pas à la décharge, mais que le système d'allocation des ressources au niveau des États et des municipalités est un système clientéliste qui date de très, très, très longtemps. Et le pouvoir du gouvernement fédéral est considérable. C'est-à-dire que les États et les municipalités en particulier ont très peu de marge de manœuvre fiscale. Ils collectent très peu d'impôts par rapport à leurs obligations. Donc, dépendent fondamentalement des budgets qui vont être alloués par Brasilia. D'où les tractations sans fin et l'écoulage sous forme de corruption. Donc, il y a un premier travail de réforme
des personnes et des fonctionnements. Mais c'est dramatique parce que, je m'excuse, on sait que dans un mandat de 4 ans, la première année est cruciale. Si la première année, on passe son temps à s'installer au pouvoir parce que les gens qui sont là ne conviennent pas pour amener les actions que l'on souhaite mener, c'est embêtant. Et comme en plus, c'est dans un contexte de ralentissement économique, ce qui veut dire des moyens moins importants, ça mine de beaucoup les années qui suivent. Alors, est-ce qu'elle a procédé en gestion de crise ou est-ce qu'elle a procédé méthodiquement pour se débarrasser de 5 ministres? C'est quand même pas rien. Mais est-ce qu'il y a aussi une réforme du fonctionnement de l'allocation des contrats? Oh, les réformes, ça fait longtemps qu'on en parle au Brésil. Et il y a eu des candidats à la présidence déjà dans les années 60 qui se présentaient à la télévision avec un balai pour dire qu'ils allaient faire le ménage contre la corruption. C'est vraiment un mal endémique au Brésil. Mais pour rebondir sur ce que disait Philippe, il y a des problèmes structurels qui sont liés au mode de fonctionnement du système politique brésilien. Ce multipartisme qu'il évoquait est très compliqué parce que ça veut dire que la présidente ne peut pas, avec son parti politique, avoir une majorité à elle toute seule. Il y a plus de 500 députés à l'Assemblée au Brésil. Le plus grand des partis n'arrive jamais à atteindre la barre des 100. Donc le plus grand des partis n'a même pas 20% de... Donc c'est extrêmement difficile de gouverner. Il faut passer des alliances, elles sont instables, donc nécessairement il faut acheter, il y a du clientélisme. Il y a un vrai problème structurel. Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est une grande déception au Brésil de voir le Parti des travailleurs jouer avec les mêmes règles du jeu que les grands partis traditionnels qui étaient accusés par ce même Parti des travailleurs d'être corrompus avant qu'ils arrivent au pouvoir. Et on se rend compte depuis Lula qu'il en va de même pour ce parti. Alors c'est vrai que Dilma constitutionnelle pour modifier. Oui, mais c'est tout le pacte fédéral, c'est tout le système politique. Mais c'est vrai que par rapport à ça, Dilma, elle est intransigeante. Enfin, Lula a sans doute fermé les yeux sur beaucoup de choses. Elle, non. Donc c'est une femme forte. On l'accusait avant d'être d'ailleurs assez autoritaire. Et elle n'hésite pas à limoger des ministres, ce qui est quand même assez nouveau parce que Lula ne le faisait pas. Sans attendre les 6 mois que le processus judiciaire arrive jusqu'au bord où le ministre n'a pas le choix que de disparaître. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a aussi un fait important, c'est qu'elle va être exposée au regard de l'actualité internationale parce qu'il y a des rendez-vous, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de football, donc le ministère des Sports, par exemple, le ministère de l'Urbanisme, il y a certains ministères qui vont être très exposés. Ils ont sauté. Et là, elle fait ménage. Là, elle fait vraiment le ménage. Par souci d'efficacité, de transparence vis-à-vis de la communauté internationale. Ce n'est pas vraiment le moment de donner une mauvaise image du pays alors que tout le monde en parle comme étant un pays émergent, un pays d'avenir. Enfin, le Brésil a une incroyable réputation dans le monde aujourd'hui. Tout à fait. Alors du coup, elle ne veut pas mettre en péril cette réputation, justifiée ou non, on va peut-être en parler, mais en tout cas qui est un fait. Aujourd'hui, le Brésil fait partie de ces grands pays dont on parle. Alors chantier imposé, corruption. Quelle autre priorité avait-elle ou a-t-elle fait pendant sa première année? Juste une petite note pour faire le lien avec notre situation. Les politiciens brésiliens sont extrêmement habiles dans l'art du transfuge. Ah oui? C'est-à-dire qu'après les élections, on change de parti très rapidement pour être du bon côté. D'accord. Donc, des fois, on n'attend pas les résultats, mais le plus souvent, on préfère attendre. C'est quand même une délicatesse. Envers les électeurs, oui. Oui, et là, ou bien on crée un nouveau parti, parce que chaque parti est en fait l'instrument de promotion d'un individu qui souhaite par là aller négocier les avantages en emmenant avec lui 4, 5, 6 personnes. C'est vraiment à ce point-là. Et donc, le nombre de transfuges est très important. 70, 80 députés qui, tout d'un coup, changent de parti ou créent un parti. Donc, il y a peut-être des leçons intéressantes sur 500, pour le Québec ici. Tout à fait. Alors, les autres priorités de Dilma Rousseff? Moi, je dirais que les autres priorités, pour elle, il s'agit d'essayer de poursuivre dans la même voie que Lula. C'est Lula qui a tracé le chemin, même avant Lula, d'ailleurs, Cardoso, parce qu'on insiste toujours beaucoup sur la nouveauté qu'a apporté Lula, en oubliant un petit peu qu'il s'est quand même inscrit lui aussi dans une certaine continuité par rapport à son prédécesseur. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à essayer d'obtenir des bons résultats en matière de commerce international, ça veut dire des exportations, et surtout ça veut dire continuer à essayer de réduire la pauvreté, les inégalités, parce que
à juste titre, Lula est connu comme étant un président qui est parvenu à faire, c'est vrai, quelque chose de rare dans l'histoire du Brésil, qui est de faire diminuer en même temps à la fois la pauvreté et les inégalités. Parce que traditionnellement au Brésil, le niveau de pauvreté a parfois reculé dans des phases de croissance économique, mais jamais vraiment les inégalités. Et lui, il a fait les deux en même temps. Et comment s'y est-il pris? Grâce à ce fameux dispositif de transfert de cash conditionné que maintenant on trouve dans toute l'Amérique latine, qu'il n'a d'ailleurs pas inventé parce que ce sont les Mexicains qui les premiers ont innové en la matière. Il s'agit de simplement donner une allocation à des familles à la condition, c'est conditionné, à la condition qu'ils scolarisent les enfants et qu'ils leur apportent des soins, enfin qu'ils soient suivis médicalement, parce que ce sont des programmes qui sont des paris sur le capital humain. On veut faire en sorte que la génération future ait des opportunités de progrès en formant des enfants qui aient une bonne éducation et une bonne santé. À ce titre, d'ailleurs, c'est un pari sur l'avenir, on pourra en juger dans 20 ans, mais dans l'immédiat, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du cash, de l'argent aux familles, et ça, elles le dépensent. Et donc, on fait rentrer ces familles dans l'économie formelle. Mais on peut tout de suite savoir si les taux de scolarisation des enfants ont augmenté. Oui, ça, on sait ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça va être rentable à terme, parce qu'évidemment, c'est une chose d'obliger les enfants à ne pas être à l'école, assis, et à fréquenter l'école. C'est autre chose de leur apporter une éducation de qualité. C'est le gros problème du Brésil, c'est-à-dire l'éducation publique. Surtout dans le primaire, est de mauvaise qualité. Enfin, dans l'immédiat, on donne du cash, on donne de l'argent, on aide les gens et on les fait sortir de la pauvreté. Mais cet argent, on le prend quelque part. Est-ce que les niveaux d'imposition sont importants? Ils ont beaucoup amélioré et ils ont augmenté? Cardoso, oui. Ah oui. Les niveaux d'imposition sont équivalents à ce qu'on connaît dans les pays avancés. Parce que le problème dans des pays comme le Brésil, c'est le niveau d'imposition, mais aussi la capacité qu'a l'État de collecter. L'État brésilien s'est beaucoup amélioré et le système fiscal est très complexe, mais la capacité d'obtenir que les gens et les entreprises payent leurs impôts a beaucoup augmenté. Oui. Ce qui, d'ailleurs, devient un problème parce qu'on ne peut pas augmenter les charges fiscales de manière. Pour revenir à la bourse famille, il y a une innovation importante, c'est que l'argent est versé aux femmes. Ce sont les femmes qui sont responsables et qui reçoivent l'argent. Parce que il y a un lien entre la santé des femmes, ça fera plaisir à notre Premier ministre, et des questions justement pour les enfants. Mais il faut dire que l'effort a beaucoup fonctionné dans les campagnes et moins bien dans les villes. Ah oui. Parce que, en fait, le transfert n'est pas suffisant pour compenser l'argent que les enfants peuvent se faire en allant vendre quelques oranges au coin de la rue. Donc, il y a ce problème-là qui n'est pas réglé. Et donc, la forme du programme devrait être ajustée, mais les Brésiliens sont au courant et la Banque mondiale le répète souvent. Mais l'argent consacré à ce programme-là est relativement faible, c'est 0,4% du PIB. Ce qui veut dire qu'avec peu d'argent, on peut faire beaucoup. C'est encourageant, mais ce n'est pas un gros effort. Si on regarde l'autre côté, ce qu'on appelle les transferts sociaux, en particulier les fonds de retraite, ça c'est 11% du produit intérieur. C'est beaucoup plus considérable. Et cet argent-là va où? Va vers les retraites des employés de l'État, des employés du ministère de l'Éducation, etc., ou dans les villes, etc. Donc, il y a un effet encore de concentration du revenu qui se poursuit à travers les transferts publics, ce qui ne devrait pas être le cas. L'enjeu est connu. Dilma certainement veut changer ça. Les projets, par exemple, d'augmentation du salaire minimum qui ont beaucoup augmenté pendant le mandat de Lula. Encore une fois, il y a un engagement pour les augmenter de 14% au cours de l'année. Au cours de l'année? Oui. C'est une politique de rattrapage. Oui. Ça représente à peu près 300 et quelques dollars. Alors que l'inflation est assez contrôlée. Non, l'inflation, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le contrôle de deux choses, la croissance et l'inflation. La croissance était une année chinoise, nous a-t-on dit. Il y avait des grands titres dans la presse brésilienne. Une croissance chinoise, c'était 7,5 %, mais il y a eu des trimestres à 10 %, d'où le chinois. Mais ça, c'était une année en 2010. En 2011, on dit, on s'excuse, bon d'accord, 3,5, ça va déjà moins bien. C'est mieux que chez nous. Oui, c'est mieux que chez nous. L'année prochaine, l'année maintenant, 2012, si on atteint 3, c'est beau. Le problème, c'est que l'inflation rattrape de son côté. L'inflation était tenue, d'après les normes et la fourchette de la Banque centrale, autour de 4 %. Là, ils sont pas loin de 7, à 6,5, 6,8. Oui, mais si tu augmentes le salaire minimum de 14 % avec une croissance à 3 %, ça, c'est déjà
un peu tendu. Ensuite de ça, l'effet de rattrapage de 14 % est déjà moins important si l'inflation rattrape à 7 %. Bien sûr, bien sûr. D'où les problèmes. On parlait des femmes. Je vois un article du Guardian qui explique comment Dilma Rousseff essaie de promouvoir l'élection d'une centaine de femmes dans les municipalités. Est-ce qu'il y a un effort important de modification de l'équilibre des genres à l'intérieur de la classe politique brésilienne? Moi, je dirais que c'est un objectif qui est louable. Enfin, il y a plus de 5000 municipalités quand même au Brésil, donc une centaine, c'est pas beaucoup. Mais de façon générale, ce qu'on note depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il y a une oxygénation très modeste, très relative du personnel politique au Brésil. C'est pas parce qu'on a eu un ouvrier président et maintenant une femme présidente que tout d'un coup la classe politique est moins élitiste ou élitaire en termes sociologiques. C'est toujours, même à l'intérieur du Parti des travailleurs, la classe politique brésilienne ne se renouvelle pas beaucoup. Donc Dilma comme Lula, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt, mais on a quand même encore beaucoup de retard dans ce pays en termes de féminisation, mais aussi en général en termes de renouvellement de la classe politique. Ça a très peu progressé. Alors, il y a un changement par rapport à Lula, c'est en politique internationale. Alors Lula, par exemple, avec l'Iran, avait fait un rapprochement qui avait été assez mal vu, évidemment, à Washington, dans les capitales européennes, mais il avait la capacité de le faire, ce qui était sans perdre ses alliances, sans perdre sa capacité d'acheter du matériel militaire. Donc, il y avait quand même un argument fort. Mais on sent que Dilma a décidé que non, ce n'était pas une bonne trajectoire pour le Brésil. Oui, Lula a clairement voulu positionner son pays comme un acteur important sur la scène internationale, donc il prétendait pouvoir raisonner l'Iran ou avoir des relations normalisées avec ce pays de façon à dialoguer et éviter le rapport de force. Bon, par rapport à ça, c'est vrai que Dilma a mis en avant des arguments liés aux droits de l'homme et a simplement dit qu'il n'était pas question qu'on continue à avoir, que le Brésil continue à avoir des relations diplomatiques normales avec un pays comme celui-là. Donc, elle a mis en avant cet argument qui est parfaitement digne. Je pense qu'il y a aussi des arguments un peu plus, je dirais, de politique réaliste derrière tout ça qui ont à voir avec le fait qu'elle a sans doute fait le constat que ça n'avait pas servi à grand-chose. Cette tentative de médiation brésilienne leur avait attiré des critiques aux États-Unis sans leur apporter grand-chose. Donc finalement, l'argument des droits de l'homme, c'est un bel argument, digne, mais derrière tout ça, je pense qu'il y a eu aussi une évaluation très froide des coûts et avantages de cette prise de position. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure des grands rendez-vous, le mondial, les Olympiques. On voit qu'il y a une action très ferme de la police pour rétablir la présence policière dans des zones où les policiers ne pouvaient pas y arriver. Est-ce que, en parlant de la sensation, de l'attitude des Brésiliens en ce moment, est-ce que les Brésiliens sentent qu'ils sont en train de se doter d'un pays moderne et d'un État de droit, ou est-ce que c'est controversé, ces changements-là? Moi, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, je dirais que ça dépend de quoi on parle exactement. Par exemple, un gros problème, on en parlait avec Philippe, avec le problème des infrastructures. Je veux dire, les aéroports sont complètement saturés. Tout le monde se demande bien comment ils vont pouvoir accueillir des centaines, voire milliers de personnes, journalistes, sportifs, etc., pour ces grands événements, étant donné la saturation totale des aéroports déjà maintenant. Donc, de ce point de vue-là, les Brésiliens sont excédés. Ils savent très bien qu'il y a des gros problèmes. Après, si on parle de villes comme Rio, il y a le problème traditionnel de la violence qu'il va falloir maîtriser. Parce que la ville va être envahie de touristes, d'observateurs, de sportifs, etc. Ça, c'est un travail en cours. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais on est encore aussi loin du compte. Donc je pense qu'il y a une certaine fierté de la part des Brésiliens, bien sûr. Ils vont être au centre du monde. Mais je pense qu'il y a une certaine préoccupation aussi. Mais je dirais que la préoccupation principale des Brésiliens, c'est quand même de ne pas gagner la Coupe du Monde de football chez eux. Philippe, votre impression? Il y a un grand enjeu maintenant aussi, c'est savoir, aura-t-on le droit de boire de la bière à l'intérieur des stades? Ah, pourquoi? Parce que Budweiser est un grand commanditaire de la Coupe de football et la loi brésilienne interdit de boire de l'alcool à l'intérieur. Et qui va prendre la décision? Le Congrès. Le Congrès? Oui, ça va jusque-là. Ça va être un beau débat à suivre. Énorme débat.
Philippe Fauché, vous avez une chanson à nous suggérer pour clore cette discussion. Laquelle et pourquoi? J'ai entendu et découvert une jeune chanteuse qui s'appelle Tulipa Ruiz. Manifestement, ses parents voulaient la distinguer parce que les tulipes ne poussent pas naturellement au Brésil. Ah, je vois. Donc, quand on appelle son enfant Tulipa, on montre tout de suite, elle est exceptionnelle. Donc, Tulipa Ruiz réinvente ce qu'on appelle la musique populaire brésilienne et on ferme les yeux et c'est Elis Regina, pour ceux qui connaissent, ou Gal Costa. C'est-à-dire que c'est cette chaleur, une voix superbe. Elle a fait une chanson qui tourne assez fréquemment, qui s'appelle Ephémera. Alors, ça veut dire éphémère. Aucune relation avec Dilma Rousseff. Sauf la femme brésilienne. La joie d'entendre une femme brésilienne chanter. Alors, Olivier Daben, merci beaucoup d'avoir été là. Philippe Fauché, toujours un plaisir. Je rappelle que vous dirigerez l'École Brésil cet été au Cerium et on écoute grâce à vous Tulipa Ruiz Ephémera. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des épisodes précédents, elles sont toutes disponibles sur le site cerium.ca. Vous trouverez aussi sur le site l'annonce de nos écoles d'été du Cerium, 8 écoles sur des thèmes internationaux d'intérêt. Venez voir ce que nous présentons. Nous vous invitons à venir vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Je vous en reparlerai, mais je veux vous inviter cette semaine à participer à notre désignation de la personnalité internationale de l'année. Nous cherchons des personnalités qui, dans l'année écoulée, ont, de façon exceptionnelle, contribué à brancher le Québec sur le monde ou à mieux brancher le monde sur le Québec. Alors, vous avez jusqu'au 8 février pour nous suggérer des noms. Le jury déterminera à partir de ces candidatures. Et si vous êtes la première personne à avoir soumis le nom que le jury choisira, vous serez invité au gala de remise du prix à souper à la table du gala avec la personne qui sera ainsi récompensée. Donc, tous les détails sur cerium.ca. Merci à l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Guergiev et Sylviane Paré. Merci, à la semaine prochaine.